Salut, je m'appelle Olivia et ça, c'est Joe, un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Depuis bientôt 2 ans, on vit tous dans un monde où l'atmosphère est devenue pesante au quotidien. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Tout a changé en un claquement de doigts. Pour certains, ça a été bien plus dur que pour d'autres. Combien de personnes dans le monde ont perdu leur travail, leurs économies, leurs salariés, leur équilibre difficilement trouvé. Alors qu'on traverse le désert de Ségéga, mon esprit se pose des tas de questions. Comment ils ont vécu la pandémie ici, au Maroc ? Est-ce que l'État les a soutenus ? Est-ce qu'ils ont réussi à rebondir alors que le tourisme est l'une des principales sources de revenus dans le pays ? J'aimerais trouver des réponses à ces questions en allant à la rencontre de certains locaux. Comprendre comment ils ont réussi à traverser cette période qui les a poussés à se remettre en question au quotidien. Cette vidéo n'a pas pour but de parler de la pandémie, mais juste de relayer le vécu de certaines personnes qui ont envie de partager leur histoire. Et là on est arrivé dans un camping qui est très bien noté sur internet et en fait ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de touristes à cause de la pandémie, donc le camping est fermé. En fait là il y a la sœur du propriétaire qui était là, on a discuté avec elle, en fait ils vont ouvrir le camping juste pour nous, donc on va être les seuls clients et c'est trop cool de se dire qu'on va pouvoir leur apporter, faire vivre un peu leur économie, sachant que ils ont personne depuis un moment. C'est super triste en fait pour eux parce que tu vois tous les commentaires des gens, c'est-à-dire qu'en temps normal il y a toujours de la vie, toujours des touristes, et que là ça fait des mois et des mois qu'ils voient personne. Ça va? Bien. On touche les mains. On vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Santé. Donc santé. Merci. On va manger chez la famille. C'est chez ta famille qu'on va? Chez la maman, ouais. Chez ta maman ? Chez la famille. Ok. Ça, on va partager. Ouais, c'est super. Ce soir, on est accueillis dans la famille d'Ahmed. Au Maroc, les familles sont très soudées et souvent bien nombreuses. Quand les parents deviennent âgés, ce sont les enfants qui subviennent à leurs besoins. Alors quand on parle de la pandémie ici, on ne parle pas seulement des problèmes d'un seul individu, mais plutôt de plusieurs dizaines. Car bien souvent, le salaire généré par l'un des fils permet de faire vivre les frères et sœurs, les parents, les grands-parents. Alors quand le tourisme s'est arrêté en 2020, Ahmed n'a plus réussi à jouer son rôle de soutien. Tout le monde a dû se serrer la ceinture, trouver des petits boulots à droite à gauche, mettre la main à la pâte pour aider dans la maison. Car comme beaucoup de monde, la famille ne s'attendait pas à ça, n'était pas bien préparée pour gérer cette crise. Se retrouver là, ce soir, entouré de toute la famille, on sent que ça fait du bien à tout le monde. Retrouver la chaleur humaine et les échanges pleins de vie,
les sourires sur les visages qui font tant de bien à voir. Alors, ce couscous, madame? Trop bon. J'en perds la voix. Non, c'était trop bon et c'était surtout trop bien de se retrouver dans une vraie famille marocaine, retrouver un peu la population locale et tout. Ça m'avait manqué. Au Maroc, peu d'habitants ont reçu une aide de la part du gouvernement. On en a rencontré certains qui nous ont dit avoir 2000 dirhams par mois, soit 200 €, et d'autres qui n'ont absolument rien perçu pendant de longs mois. Heureusement, les Marocains ont une capacité d'adaptation hors du commun. Ils savent que si leur gouvernement ne les aide pas, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Redresser la tête, aller de l'avant et trouver de nouvelles solutions. Ahmed a réussi à rebondir avec un commerce qui a continué de tourner, la production des dattes. Il possède un grand terrain juste derrière son camping, où il développe de plus en plus ses cultures pour avoir une rentrée d'argent différente du tourisme. Et ça tombe bien, on est en pleine saison de récolte des dattes. Alors Ahmed nous propose de faire un tour dans sa palmeraie. Ici, c'est un passage pour les caravanes qui viennent du sud pour rejoindre le nord, Fès. Et donc, les caravaniers, ils font des escales. Et donc, là, elles s'arrêtent là dans la vallée d'Zine. Et comme ça, ils ramènent avec eux des dattes, ils mangent des dattes et jetent des noyaux. Ici, avec des noyaux, la terre, le climat. Et donc, c'est comme ça, c'était créé la palmeraie. Quand on remonte, le climat, c'est la montagne. Et donc ça s'arrête ça s'arrête, ouais. Après le col, ça s'arrête là-bas. Donc si on prend par exemple un riche, à 200 km d'ici, si tu plantes un palmier là-bas, ça pousse pas. Il va pousser, mais les dates, ils ne donnent pas. Ah, d'accord. Ouais, ça dépend du climat. Ouais. Et donc, dans un palmier dattier, il y a le mâle et il y a la femelle. Et donc, la femelle, c'est comme celle-là, c'est la femelle qui donne toujours des dattes. Et le mâle, il nous donne le pollen pour polliniser. Pour polliniser, pour avoir, si on ne fait pas la pollinisation, on n'aura pas de dattes. Et la pollinisation, c'est le vent ou c'est les insectes? Là, c'est manuellement. Ça se fait, Ah, c'est l'homme qui fait la pollinisation. Ouais. D'accord. Des dattes, il en existe des dizaines de variétés différentes. Parmi les plus goûteuses, et donc les plus chères, on retrouve la medjoul, la ligue ou la deglet nour. D'ailleurs, 6 pays nord-africains produisent plus de 40% des dattes dans le monde. Celle-là. Merci. Avec 200 palmiers, une famille peut vivre que de ça. Mais ça dépend de la variété. S'il y a par exemple les fagos et les majeules, c'est... Ouais, là c'est... Ouais, si c'est des dattes pour donner aux animaux, Voilà, ça vaut pas mais tu grand-chose. trouves la majorité de la palmier, les majeules et les fagos, les meilleurs, elles sont à 25%. C'est le reste, 75%, c'est des... Ah ouais. On n'est pas dire, ça se marche aussi dans le sucre, mais ce n'est pas pareil. Parce que quelquefois, le majeul, il arrive à 150 dirhams le kilo. Ah oui. Parmi tout ce que la nature fait et nous offre, je trouve que les palmeraies et les oasis, c'est parmi les choses les plus incroyables, je trouve. On a roulé pendant des kilomètres et des kilomètres. C'était désertique, à perte de vue. Et tout d'un coup, on est arrivé dans cette vallée avec la palmeraie en plein milieu, plein de verdure, de l'eau. Alors, en effet, elle n'est pas tout le temps là, il faut parfois aller la chercher sous terre. Mais il n'empêche qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et je trouve que c'est vraiment incroyable de voir ça, de voir ce que la nature peut faire. Et du coup, l'homme, là, ici, les humains chérissent cette nature parce qu'ils savent que c'est grâce à elle qu'ils vivent. C'est grâce à elle qu'ils ont des cultures, qu'ils peuvent avoir de l'argent pour leur famille et pour survivre. Et c'est beau de voir cette harmonie simplement. Ahmed tient beaucoup à nous faire découvrir le ksar de son village. Désormais presque à l'abandon, il reste tout de même quelques familles qui continuent d'y vivre. Au retour, on va retourner, on va trouver que toutes ces maisons-là, ce sont des nouvelles maisons. Mais avant, tout le monde, il habite là. Voilà. Mais il y a les inondations en 1965, et donc c'est comme ça, il y a beaucoup de pluie. Donc il y a des maisons qui sont tombées, tout cela. Même il y a des gars, il y a des gens qui sont décédés et tout. Et donc depuis ce temps-là, les gens ils commencent à sortir du village. Le ksar, ou les ksours au pluriel, ce sont ces beaux villages fortifiés,
souvent bâtis en hauteur, pour être protégés des envahisseurs, mais aussi des crues qui pouvaient se créer en cas de pluie. Les murs sont souvent faits en pisé, un mélange de terre argileuse et d'eau, accompagné parfois par de la paille sur les extérieurs. Le Ksa, c'est pour beaucoup de familles. La Kasbah, c'est pour une seule famille. Ici, c'est différent. C'est la communauté du village. Elle choisit 7-10 personnes qui géraient toute la population du village. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci, Choukran. Au revoir, à bientôt. Ah tiens, encore. Ah, encore. Choukran Bezef. Merci. On vient d'arriver à Fint, petite oasis près de Ouarzazate. Et tu vois, on vient de vivre quelque chose qui, je pense, ne se serait pas passé avant la pandémie. En fait, à l'entrée du village, il y avait un homme qui était posté en plein milieu de la route. Et quand on est arrivé, il nous a arrêtés. Et nous, on lui a dit qu'on allait dormir dans la nature près de l'oasis parce qu'on avait vu qu'il y avait des spots sur les différentes applications de voyage. Quand on a dit ça à cet homme, lui, il nous a dit non, c'est pas vrai, il faut payer. Il faut me donner de l'argent pour pouvoir rester dans l'oued. C'est vrai que si les terres t'appartiennent, tu nous laisses rester chez toi, potentiellement tu nous demandes de l'argent. Sauf que lui, il nous a menti. Il a commencé à dire que là où on allait se poser, c'était à lui, c'était ses terres. Et qu'il allait nous suivre jusqu'à ce qu'on le paye. Ça nous a vachement gênés parce que, en soi, c'est pas le fait de donner de l'argent ne nous dérange pas quand il faut. On l'a appris par d'autres personnes juste après que lui ne possède aucune terre et qu'en fait, il nous a vraiment menti juste pour pouvoir avoir de l'argent. Et en fait, ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est qu'on a discuté avec lui pour essayer de comprendre et il nous a avoué à la fin que, en fait, il avait plus de travail, il avait plus du tout de rentrée d'argent, que, la pandémie clairement lui a explosé à la figure et qu'il est désespéré, il ne sait plus quoi faire. Cette crise, elle a vraiment balayé certaines personnes. Cet homme, il préférait aller travailler, il préférait avoir un commerce. Mais là, il a juste pas d'autre choix. Et il en arrive à essayer de soudoyer de l'argent pour pouvoir vivre et faire vivre sa famille. Et je me dis, c'est encore une fois des leçons que la crise nous balance à la tête. Les inégalités sont tellement énormes et on sait pas quoi faire face à ça. Vraiment, on se sent impuissant parce qu'on a envie d'aider cet homme, mais du coup on aura envie d'aider toutes les autres personnes qui n'ont pas reçu d'aide de la part du gouvernement, qui n'ont pas réussi à garder leur commerce. Et nous, en tant qu'humains, une personne, on ne peut pas aider tout le monde. C'est vraiment à l'échelle bien plus au-dessus de nous. Mais ce sentiment d'impuissance et se rendre compte aussi de ces choses-là, de ce que la pandémie a pu faire en dehors de notre propre pays, c'est compliqué, je trouve. Ça, tu manges? La manger. Ça, oui. La manger le masi. Ok. La manger. C'est lourd. Courage. On se sent bien franchement dans cette petite oasis. On est toutes seules au milieu. On était parti pour rester que la soirée. Je pense que finalement on va rester plus longtemps que ça. Et c'est ça qui est génial avec un véhicule, c'est que tu te dis, potentiellement si on avait été là que quelques jours au Maroc, je sais même pas si on aurait pris le temps de venir ici ou alors on serait passé assez rapidement. On peut vraiment profiter et vivre dans un environnement qui est incroyable. Genre vraiment notre maison, notre chez nous, pour quelques jours, c'est ça. C'est ouf.
il y a Youssef qu'on a rencontré hier qui nous a proposé de faire un tagine ensemble. Donc il a ramené les trucs, il a même ramené le plat à Joe. On va partager avec un local, un plat local, mais chez nous. Enfin, chez nous. Oui, tiens, si tu veux prendre comment? Travaille avec le ouais. Ouais. Tu coupes ton oeuf maintenant. T'aimes bien cuisiner toi? Si, ouais. T'aimes bien? Si, ouais. C'est bien. Quand je suis petit, j'ai commencé à cuisiner. Ah ouais? Tu cuisinais avec ta mère? Si, ouais. Je cuisinais tout seul avec ta mère. Ça me donne déjà trop envie. Ouais. J'ai Faire déjà des envie de carottes manger. comme ça. Ah oui. T'es déjà sorti du Maroc? Non. Non, C'est jamais. ça que j'espère de moi. Ouais. Tu aimerais, ouais. Ça, c'est un mois que j'ai commencé ici. Là. Ah, ça fait un mois que Mais t'as commencé? j'étais avant le corona. Ah, t'étais là avant le ouais. corona? J'étais de 2 années. Ah, oui, d'accord. Ça fait 2 ans. Mais tu Ouais, as 2 ans. arrêté de travailler pendant ouais, la à crise. Ah oui, à cause de la crise, là, on a fermé. Et tu as fait quoi pendant que c'était fermé? J'étais à Casa. D'accord. Et tu Ah pouvais ouais, travailler? Je travaillais le ferrailleur. Ah, les ferrailleurs, comme ferrailleur? Ah oui, comme le Ah oui, ferrailleur d'accord. ouais, à Casa. Ok. Ils ont peur des humains, les Oui, chiens? parce que là, les enfants qui le frappaient comme ça. Là. Ah. Ah ouais. Et c'est des chiens sauvages? Non. Non? C'est les chiens d'ici. Ah. De village. Oui. Ça fait envie, hein? Ouais, Miam. j'ai hâte de manger. Allez, au fait. Ah, au feu. Et toi, Ismaël, pendant le corona, tu as pu travailler? Oui. Ouais. Parce que moi, je travaillais jusqu'à le dernier jour ils vont s'arrêter tout. Ah oui. Je dis au revoir et les clients se revoient, ils sont partis. Voilà. Et après, on a arrêté. Ouais. Voilà. Mais là, on a commencé, ça va aller, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Pour manger bien, pour gonfler bien. Pour gonfler bien. Pour gonfler bien. Voilà. Tu coupes comme ça. Et après, Et tu, bismillah. bismillah. Ah oui, tu viens prendre avec le pain. Voilà, tu fais comme ça. Tu prends avec le pain. On s'installe tellement qu'on va finir par adopter un chien. Ça c'est la maman. Et ça c'est les 2 bébés. Et ça c'est Fint, on l'a appelé. Fint Junior. Depuis hier, on l'amadou. Il vient, ils sont super gentils. Alors évidemment on fait attention hein, avec les animaux. Mais c'est des chiens pas sauvages, c'est des chiens d'ici. Et on a gagné sa confiance. Au début il n'osait pas venir. Maintenant on peut le caresser. Bon il va manger ce gros loup, hein, évidemment. Et puis bon, on va peut-être finir par partir avec. Regarde-moi ça, cette petite bouille d'amour. Et ça, c'est son petit frère. Fint Junior. Montre-nous ce que la femme à la cuisine a fait pendant que les hommes sont au foot. Tellement Waouh, il a l'air trop bon. Mais ouais, je pense qu'il est cuit parfaitement. Encore une fois, on a l'occasion de s'imprégner à 100% d'un endroit. On vit au cœur de l'oasis, on découvre son fonctionnement, on rencontre les anciennes comme les nouvelles générations. Et on a l'impression de faire partie du décor, en cassant la barrière du simple touriste. Le week-end, on profite de sortir de l'oasis pour aller faire quelques courses au souk hebdomadaire de la grande ville. Je vais te partager un peu ces moments-là aussi, parce que ça fait partie de notre quotidien en voyage, et j'ai envie de te montrer cette belle ambiance de rue. Ouais. Ouais, c'est des pâtes, hein. Combien? 500 grammes. Ah oui, on peut reprendre 40 pour une salade. Français, belge.
Français. Français. Bienvenue. Merci. 8 dirhams. T'as vu toutes les scie sauteuses et tout là? La veille au soir, on a rencontré Rachid, qui tient l'auberge de la Roche-Noire avec toute sa famille. Il nous a invités à venir manger un couscous chez lui. Et ils sont tellement gentils qu'on est revenu pour passer plus de temps avec eux. L'occasion aussi de pouvoir lui demander comment ils ont vécu la pandémie ici. Donc mon prénom c'est Rachid, j'habite à l'oasis de Fint, qui est à 12 km de Ouarzazate. C'est une oasis qui est cachée au milieu de nulle part. Il porte bien son nom d'ailleurs, donc ça s'appelle Fint, qui veut dire caché en berbère. Et on est 4 villages, à peu près 1200 habitants. Et on vit un peu d'agriculture et un peu de tourisme. Nous, on aime bien recevoir les gens, quoi. Avoir des invités tout le temps, avoir la maison remplie et tout ça, avoir des échanges. Vu qu'on n'a pas l'occasion de partir un peu à l'étranger, connaître les autres cultures, ben, c'est la culture qui vient en nous, quoi. C'est les gens qui viennent chez nous, donc on découvre le monde en fait en étant chez nous, quoi. Mais bon, après, le Covid est arrivé. C'était un petit peu... on s'y attendait pas, quoi. On s'y attendait pas. Pourtant, on était bien partis. C'était dur, mais heureusement qu'on a notre culture, qu'on est autonome un peu, donc on produit notre culture, on vit en autarcie et tout ça. Donc ça va. C'est ça l'avantage d'habiter dans une oasis et tout. Ce Covid, cette crise, ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, en fait, c'est que ça a donné de leçons aux gens qui pensent que leurs belles journées veulent se ressembler, quoi. Que ça va être tout le temps la même chose, genre celui qui travaille, qui gagne, que ça va durer tous les jours. Donc je pense que ce Covid, ça va leur servir de leçon, ça va leur ouvrir les yeux et tout. Pour les gens aussi qui sont que dans le domaine du tourisme, je pense ça leur a servi de leçon aussi, se dire en fait qu'il ne faut pas que se baser sur le tourisme, genre avoir autre chose à côté qui est en dehors du tourisme au cas où. Voilà. Et après, les inconvénients, je sais que beaucoup de gens ont galéré. Je ne vais pas parler de nous, alhamdoulilah, parce qu'on habite, comme je disais, dans une oasis et on vit entre nous. Donc, on a notre culture, on produit notre culture. Si on a si on a beaucoup de récoltes et tout ça, avec ce qu'on n'a pas, on peut aller dans les souks, faire des échanges, le troc contre ce qu'on n'a pas, genre donner les carottes, les aubergines et tout, et récupérer du thé, du sucre, ce qu'on a besoin et qu'on n'a pas, quoi. C'est aussi un des avantages, en fait, c'est qu'il y avait vraiment une solidarité. Ça a rappelé, en fait, l'époque, quoi, quand les gens vivaient entre eux, en autarcie et tout, solidaires, besoin de quelque chose, tu laisses pas l'autre mourir de faim et tout ça. Donc là, il y avait vraiment une solidarité de ouf. Les gens qui ont un petit peu plus de moyens, ils aidaient beaucoup ceux qui n'ont rien du tout. Il y avait des partages. Et c'est bien, quoi, c'est bien. Franchement, c'est ça l'avantage de cette pandémie, quoi. Je pense que j'ai pas ma place, moi, à la cuisine, parce que chez nous, c'est les femmes qui cuisinent. Ah oui, oui. Non, les hommes aussi. Quand on a le choix, on cuisine que quand on n'a pas le choix. Regarde comment ils travaillent la semoule. Légumes. Ah ouais. Oh, t'es gentil, mais je te les laisse. Tiens, mange-toi. Non, il faut que tu le manges. Merci. Ah oui, ils t'ont mis pendant l'opération, ils t'ont mis un truc. C'était la dernière nuit à Fint. On a replié la tente. Et là, on va aller dire un petit peu au revoir à tout le monde. C'est triste quand même. Bah ouais.
Mais quand on vient dire bonjour, on mange. S'il vient nous voir, on mange. Du coup, quand est-ce qu'on ne mange pas? On ne mange pas quand on vient pas nous voir. Voilà, allez. À bientôt. Slama. Et Merci pour tout. j'espère à bientôt, pas dans Oui. longtemps. Hein. Oui, pas dans longtemps. Peut-être on va retourner, peut-être il va retourner nous voir. Ouais. Ça Inch'Allah. marche. Inch'Allah. Allez, Slama. Merci pour tout, Slama. Et bonne route. Ouais. À bientôt. Merci pour tout. Merci. À bientôt, Inch'Allah. C'était génial. Ça serait cool. Si on revient, on fait des Ça serait spaghettis. cool qu'on fasse les spaghettis, Ouais. qu'on aille marcher, voir autre chose. Merci. Ça y est, il est temps de partir. J'ai vraiment une émotion particulière en quittant Fint. C'est la première fois que ça me fait ça pendant le voyage. Mais je pense que ce sera pas la dernière. Parfois, quand on marque un point sur le GPS, on se rend pas compte de tout ce qu'on va vivre en s'y rendant. Mais souvent, le destin fait bien les choses. Et Fint, ça a vraiment été ça. On pensait y rester une seule nuit pour découvrir l'oasis, et puis finalement on y est resté 5 nuits. Alors j'aurais du mal à décrire ce qu'on a vécu, mais l'atmosphère du lieu, la tranquillité des environs, les magnifiques bivouacs qu'on a pu faire, et puis surtout, les dizaines de belles rencontres ont rendu ces quelques jours absolument merveilleux. On a été invités à manger des couscous, des tagines, des litres de thé à la menthe et des tonnes de dattes du village. Alors je pars d'ici le cœur un peu lourd, mais tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ces moments-là. Tellement heureuse de me dire que je me sens à ma place, dans la vie qui me convient, avec cette liberté qui est mienne de vivre des moments pareils.